On va commencer cette conférence de presse. Je suis ravi de vous accueillir et je vous présente, donc vous connaissez Madame Priolo qui a organisé cette conférence de presse avec Pascal de Coville, qui est à l'Académie de chirurgie. Je vous propose pour cette conférence de presse de vous donner la parole rapidement, de façon à ce que vous posiez des questions. Mais si vous le souhaitez, on peut demander à chaque orateur de faire un petit exposé très court. Oui, un petit exposé très court sur sa présentation. Donc, dans le programme, vous avez vu qu'on a commencé la séance par Patrick Couvreur sur les nanomédicaments. Donc, je vais demander aux orateurs de bien vouloir venir ici chaque fois qu'ils parleront. Donc, en quelques minutes, quel est l'objet de votre présentation ? Bien, alors en deux mots, vous savez que quand on administre des médicaments à un organisme vivant, à l'homme en particulier, par des voies d'administration traditionnelles et avec ce qu'on appelle des formes galéniques traditionnelles, le médicament va se distribuer, je dirais, dans les tissus, dans les cellules, dans les différents organes, avec un manque de spécificité. Alors, ceci est particulièrement vrai dans le domaine de la cancérologie, puisque vous savez qu'on a quand même des médicaments anticancéreux qui sont efficaces, mais qui malheureusement développent des effets secondaires qui sont absolument considérables, qui sont d'ailleurs souvent rédhibitoires, avec aussi des phénomènes de résistance au traitement. Et donc, mon exposé consistera essentiellement à montrer dans le domaine du cancer, mais aussi dans d'autres domaines, que quand on développe un nouveau médicament, on peut jouer pas seulement sur la molécule biologiquement active, sur le principe actif, mais aussi sur la forme galénique, en particulier en donnant à cette forme galénique une taille extrêmement petite, de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Ce sont des nanoparticules, des liposomes, des nano-objets, qui vont être capables de reconnaître, par exemple de manière sélective, les cellules tumorales et d'amener donc, par exemple dans le domaine du cancer, le médicament de manière beaucoup plus spécifique au niveau du site d'action, au niveau du tissu cancéreux, et d'éviter ainsi les effets secondaires dus à une trop grande imprégnation des tissus qui ne sont pas concernés par l'activité thérapeutique. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Donc, c'est une avancée qu'on comprend bien sur le plan théorique. Est-ce que ça correspond aussi à une avancée sur le plan clinique ? Est-ce que ces traitements sont déjà appliqués aux malades et dans quelles circonstances ? Alors oui, en fait, il y a actuellement, ça dépend comment on compte bien entendu, mais il y a actuellement à peu près une dizaine de nanomédicaments sur le marché. Vous avez par exemple le Doxil, l'Ambisome, l'Abraxane, là plus récemment, qui tous montrent dans tous les cas, si pas une augmentation considérable de l'efficacité, c'est vrai dans certains cancers, mais dans tous les cas une réduction très importante de la toxicité. Alors ça c'est important parce que si vous rendez un médicament anticancéreux plus tolérant pour le patient, moins toxique, avec moins d'effets secondaires, vous pouvez administrer évidemment des quantités plus importantes et donc indirectement vous aurez une meilleure efficacité thérapeutique. Alors, ça c'est, je vais dire, les nanomédicaments qui sont effectivement sur le marché, hein, donc il y en a. Il faut savoir aussi qu'il y a un certain nombre de nanomédicaments, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, en développement clinique, en particulier en phase 3. Alors, il y a un nanomédicament dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est issu de mon laboratoire, qui est en phase 3 pour le traitement de l'hépatocarcinome résistant. Parce que, bon, je vous le disais, c'est un des gros problèmes dans le domaine du traitement du cancer, c'est que on a de plus en plus des phénomènes de résistance qui apparaissent, et on a compris maintenant qu'en délivrant le médicament différemment à la cellule, on court-circuitait, je dirais, des mécanismes moléculaires de résistance, et on permettait de faire une réversion phénotypique, c'est-à-dire de rendre des cellules tumorales résistantes de nouveau sensibles à la chimiothérapie avec un anticancéreux. Donc voilà. Merci. Est-ce que les autres orateurs ont une expérience de ces nanomédicaments ? Olivier ? Non, mais dans le contexte des traitements locaux régionaux, je pense que ça peut être une application des nanotechnologies qui peut amener beaucoup de choses au traitement des carcinoses péritonéales. Et malheureusement, je n'ai pas eu pour l'instant l'occasion d'être en contact avec
des firmes développant ce type de produit. On a eu un premier contact avec une équipe de Toulouse qui travaille sur la nanotechnologie, et on est en train de se rapprocher de cette innovation thérapeutique qui, à mon avis, aura une application clinique future dans le traitement des carcinoses péritonéales. Monsieur Gangi. Effectivement, il y a des projets justement des nanomédicaments, c'est la délivrance à travers des liposomes. Avec l'IRM interventionnel et les ultrasons focalisés, on travaille avec le King's College de Londres sur les nanomédicaments, comme vous l'avez dit, cette fois-ci qu'on délivre dans le foie à travers des liposomes, et quand il arrive dans la tumeur, on les ouvre que dans la tumeur. Ça, c'est un projet qui avec des ultrasons. Absolument. Oui. C'est ce qu'on appelle des nanovecteurs qui sont stimuli responsifs. Ben pareil, il y a des études aux États-Unis qui ont été lancées pour faire pénétrer des drogues en rendant les cellules perméables aux médicaments avec des ultrasons de faible intensité, mais qui perforent, créent des micro-perforations, et ça permet à certains médicaments, notamment portés par des liposomes, de rentrer dans la cellule. Madame Rapaport a fait de nombreuses publications sur le sujet. Journaliste, est-ce que vous avez des questions à poser? Excusez-moi, nous prenons en vidéo, donc si vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Tout est enregistré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la molécule que vous êtes en train de développer? Alors, bon, je vais développer ça dans le détail cet après-midi. On a deux technologies. Alors, la première technologie, donc, qui est en phase 3, qui est développée par la société BioAlliance, qu'on a créée, qui est une start-up, et qui s'appelle maintenant Oxeo. Alors, le principe, c'est que quand vous administrez des nanoparticules, des nanovecteurs par voie intraveineuse, bon, il faut se dire qu'on a une taille qui est de l'ordre de 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Évidemment, vous allez présenter à l'organisme des surfaces spécifiques qui sont absolument considérables. Il faut savoir que 1 gramme de nanoparticules, vous pouvez calculer ça en faisant simplement le volume et la surface de la sphère, 1 gramme de nanoparticules va représenter à peu près 100 mètres carrés. Vous imaginez que quand vous injectez 100 mètres carrés à un patient, il va y avoir une réaction immunologique. Et cette réaction immunologique, c'est de faire ce que l'on appelle l'opsonisation, exactement ce que fait l'organisme vis-à-vis des bactéries, des virus, etc. L'organisme va considérer que ces nanomédicaments, ce sont des particules exogènes. Et donc, l'organisme va, en opsonisant ces particules, c'est-à-dire en absorbant à la surface de ces particules des protéines plasmatiques très spécifiques, va finalement marquer ces particules comme étant des particules du non-soi, comme étant des particules exogènes. Et il faut savoir qu'au niveau du foie, vous avez des cellules qu'on appelle les cellules de Kupfer, peu importe, qui ont des récepteurs qui vont immédiatement reconnaître ces particules, parce qu'elles sont marquées par les opsonines. Et donc le foie va capter des quantités considérables de ces nanoparticules, et bien logiquement, on a eu l'idée de se dire, eh ben, on va encapsuler des médicaments qui pourraient être efficaces pour faire de la thérapie dans le domaine de pathologie hépatique. Et on s'est intéressé à l'hépatocarcinome. Et quand vous administrez un médicament comme la doxorubicine, qui est un anticancéreux très utilisé en clinique, etc., on sait que la principale toxicité de ce produit, c'est la toxicité cardiaque. Et qu'après une dose d'environ 500 mg par mètre carré, enfin ça dépend des patients, etc., très vite on voit apparaître des pathologies cardiaques qui sont rédhibitoires et qui empêchent de continuer le traitement, même quand la tumeur réagit bien. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était de mettre cette doxorubicine dans des nanoparticules, pour l'adresser sélectivement au niveau hépatique et pour traiter l'hépatocarcinome, en particulier l'hépatocarcinome résistant. Intraveineuse. Intraveineuse et pas intra-artérielle, j'insiste sur ce plan-là. Ah oui, oui, on est en phase 3. Donc là, on a un essai qui est multicentrique, qui est dans à peu près une quarantaine d'hôpitaux français et européens et même américains. C'est la société BioAlliance qu'on a créée, parce qu'évidemment, ce n'est pas à l'université qu'on développe ce genre de choses. Et donc, malheureusement, et donc là, l'essai clinique de phase 3
a commencé fin novembre 2012. Il y a déjà eu donc 4 réunions du comité d'experts indépendants qui ont donné le feu vert pour continuer l'essai en fonction des résultats, donc sans modification du protocole. Et on vient d'avoir, alors ça c'était évidemment une très très bonne nouvelle, on vient d'avoir le fast track de la FDA, c'est-à-dire qu'en principe, bon, on devrait éviter un certain nombre de barrières administratives et quand l'ensemble de l'essai clinique sera terminé, on pourra aller assez vite, je dirais, sur le marché. Donc ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Il faut savoir que BioAlliance, maintenant, qui s'appelle Onxeo encore une fois, occupe à peu près une 60aine d'employés et est rentrée en bourse. Donc c'est quand même une société qui crée de l'emploi. Par les temps qui courent, ça mérite d'être précisé. C'est un essai clinique Europe, États-Unis ou... Europe, États-Unis, oui, oui. Et quels sont les pays européens qui participent? La Belgique, alors la Belgique, oui, la Belgique, absolument. Ben, la France, il y a un certain nombre d'hôpitaux français. Il y a la Suède aussi. Il y a des hôpitaux en Angleterre. Enfin, il y en a un peu partout. Hein. C'est bordé en Belgique. Hein. D'autres questions dans la salle? Jacques? Non? Oui? Excusez-moi, vous l'avez peut-être déjà dit, mais quand est-ce que ce nanomédicament arrivera sur le marché et qu'il sera utilisable? Écoutez, ça, évidemment, c'est toujours assez difficile pour moi, dans tous les cas, qui suis le chercheur à la base de la technologie. Je suis pas clinicien. C'est difficile à prédire parce que vous savez que dans le protocole, il est prévu d'inclure un certain nombre de patients. Ces patients doivent répondre évidemment à un certain nombre de critères qui sont extrêmement précis d'un point de vue physiopathologique, bien sûr, de la pathologie, mais aussi d'un point de vue éthique. Et donc, il faut évidemment voir à quelle vitesse le recrutement des patients va se faire. Pour le moment, je vais dire, le plan qui était prévu et l'enrôlement des patients se fait suivant un programme qui... Bon, il n'y a pas de retard. Et donc, on espère que le médicament aura l'autorisation de mise sur le marché en 2016. Ça devrait se terminer fin 2015. Hein. Bon. Oui, allez-y. Oui, c'est sur les nanomédicaments qui sont déjà sur le marché. Vous avez dit une dizaine. C'est uniquement en cancérologie ou il y a d'autres sections? Non, pas uniquement. Alors, il y a évidemment, le principal domaine, c'est celui de la cancérologie, en particulier avec le Doxil et avec la Braxane. Et le toxosome, enfin ce sont des formulations dérivées. Alors vous avez également un médicament dans le domaine anti-infectieux qui encapsule de l'ambisome, de l'amphotéricine B, qui s'appelle l'ambisome. Et là aussi on observe une diminution drastique, alors malheureusement c'est un nanomédicament qui coûte cher, mais on observe une diminution drastique de la toxicité rénale de l'amphotéricine B, hein, qui est un des effets secondaires importants de l'amphotéricine B. C'est pour les cryptococcoses et tout ce type d'infections fongiques. Vous avez alors aussi un certain nombre de nanomédicaments, ça s'appelle des médicaments dans le domaine de l'imagerie. Par exemple, la société Gerbet a mis sur le marché l'Andorem et le Cinerem, qui sont des particules d'oxyde de fer. Alors vous savez que l'oxyde de fer induit une diminution du signal T2 en IRM. Et donc l'idée, c'est d'injecter ces nanoparticules d'oxyde de fer par voie intraveineuse. Elles vont encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans les cellules de Kupfer du foie. Quand vous avez un signal homogène hépatique, ça veut dire que tout va bien. Quand vous avez des endroits où vous avez une absence de capture de ces oxydes de fer par les cellules de Kupfer, ça veut dire que dans ces régions hépatiques, il n'y a plus de cellules de Kupfer. Ça veut dire qu'il y a d'autres cellules, que ça peut être des cellules tumorales, des métastases éventuellement, et ça permet de faire un diagnostic précoce des métastases hépatiques. Est-ce que vous avez des résultats préliminaires à présenter? À quel sujet? Pour l'hépatocarcinome? Ah oui, ça je vais vous présenter. Vous pouvez nous en présenter là? Alors en phase, il y a eu, ça c'est un peu plus long de développer ça, mais il y a eu, si vous voulez, l'idée est la suivante, c'est que dans l'hépatocarcinome, vous avez très souvent des phénomènes de résistance qui sont dus à l'hyperexpression de protéines des flux. Ce sont des protéines qu'on appelle la PGP, la MRP, il y en a d'autres, qui sont hyperexprimées à la surface des cellules tumorales et qui vont effluer, si vous voulez, le médicament de l'intérieur à l'extérieur de la cellule. C'est finalement un mécanisme de détoxification naturel qu'utilise la cellule cancéreuse pour lutter contre la chimiothérapie. Alors,
Le problème, c'est que très vite, vous avez donc ce phénomène de résistance qui apparaît. Vous avez beau administrer des quantités extrêmement importantes d'anticancéreux, eh bien, vous avez ce phénomène de résistance dû à ces protéines des flux, et qui vaut non pas seulement pour la doxorubicine, mais pour pratiquement tous les médicaments anticancéreux, parce que c'est un processus qui est aspécifique. Et l'idée qu'on a eue, donc là, pour vous dire que le développement d'un médicament, ça prend du temps, hein, plus d'une dizaine d'années, c'était de se dire, on va essayer de tromper ces pompes des flux en encapsulant la doxorubicine dans ces nanoparticules, de sorte que ces protéines des flux ne verront plus la doxorubicine. Les particules vont être captées par les cellules tumorales par endocytose, et là, il est trop tard, la cellule va être tuée. Et on a vu d'abord, premier résultat, puisque vous me demandez des résultats, c'est bien, c'est important, en culture cellulaire, on a cultivé des hépatocarcinomes cellulaires humains, on a vu qu'avec la doxorubicine, on avait le phénomène de résistance, et qu'en incubant la doxorubicine sous forme de nanoparticules, eh bien que finalement, on rendait les cellules cancéreuses de nouveau sensibles au traitement, et que pour une concentration de quelques microgrammes par ml, on tuait 50% des cellules tumorales. Puis on est passé ensuite sur un essai sur des souris transgéniques. Donc ce sont des souris qui vont développer spontanément, hein, pour des raisons génétiques, un hépatocarcinome avec le phénotype MDR. Et on a montré donc qu'on avait une activité thérapeutique tout à fait claire, dans tous les cas, au niveau de ces souris. Et donc à partir de là, alors ça c'est la découverte, je dirais, au niveau de la recherche académique. À partir de là, on se dit, il faut passer à la clinique. Bon, on a fait d'autres études, bien entendu. Il faut passer à la clinique. Alors là, le gap est quand même assez compliqué parce que, premièrement, vous imaginez que quand on travaille avec des souris en laboratoire, on travaille avec des petites quantités de nanomédicaments. On va synthétiser 100-200 mg de nanomédicaments. Quand vous devez passer à l'homme, pour faire un lot clinique, vous devez passer à un demi-kilo, 1 kilo. Ça dépend des doses. Donc il faut faire ce qu'on appelle du scaling up, de la transposition d'échelle, ce qui n'est pas trivial, hein, c'est vraiment tout un métier pharmaceutique. Et puis en plus, il faut évidemment que pour l'homme ce soit stérile, apyrogène, et que ce soit fait dans un établissement pharmaceutique, ce qui n'est pas trivial non plus. Et puis il faut faire aussi des essais précliniques toxicologiques suivant les guidelines, voilà, c'est-à-dire 2 espèces animales, un rongeur, un non-rongeur, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la société BioAlliance, qui, dans un premier temps, s'est installée donc dans nos locaux, à Châtenay-Malabry, donc sur le campus de la faculté de pharmacie de Paris-Sud, et a installé finalement une petite usine pour la production stérile de ces particules. Et on a sous-traité la production du lot clinique donc à une société belge, qui n'a pas mis au point le développement, la technologie, si vous voulez, mais qui a appliqué tout simplement le process qui avait été développé en scaling up par BioAlliance, donc à Châtenay-Malabry. Et puis donc on a fait un essai clinique de phase 1 qui a montré que le produit avait une bien meilleure tolérance que la doxorubicine sous forme libre, en particulier en supprimant la toxicité cardiaque du produit. On a fait un essai clinique de phase 2, où on a eu, il faut le dire, quelques petits problèmes, notamment dû à une toxicité qui est bien connue des nanomédicaments, qui est le syndrome de Carpa, que malheureusement les cliniciens ne connaissaient pas. Hein. Les premiers qui ont fait les essais cliniques ne connaissaient pas. Bon, alors, ça m'embête devant des journalistes, hein, parce que, bon, ceci dit, c'est public. Hein. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, enfin, je ne voudrais pas que ça paraisse dans la presse, parce que, sachez simplement que l'effet Carpa est un effet, quand on administre des nanoparticules en grande quantité, qui a un nombre très élevé de nanoparticules par millilitre, il faut savoir que vous avez, comme je vous le disais, une réaction immunologique. Et parmi cette réaction immunologique, vous avez ce qu'on appelle l'activation du complément. Donc c'est une protéine qui est activée à la surface de ces nanoparticules. Et chez un tout petit nombre d'individus, j'insiste bien, chez un tout petit nombre d'individus, il faut savoir que vous avez un élément du complément qu'on appelle le C3b ou le C5b qui va taper sur des cellules inflammatoires, sur des mastocytes, qui vont eux-mêmes synthétiser, vous voyez c'est un peu compliqué, des cytokines, et certaines de ces cytokines, chez certains individus, vont donner une réaction pseudo-allergique. Alors pourquoi est-ce qu'on dit pseudo-allergique? Parce que,
il n'y a pas de production d'IgE, qui est un marqueur en principe de l'allergie. 2, en général, quand on répète les injections chez ces patients, le problème se résout naturellement. Il n'y a plus d'effet CARPA, alors que, vous savez, quand il y a de l'allergie, plus on réadministre, plus on va avoir des phénomènes inflammatoires et allergiques importants. Et souvent, ça s'exprime, encore une fois, sur un petit nombre de patients par, je vais dire, un peu d'hypotension, un peu d'hypertension, un rash facial, un sentiment fébrile à l'injection. Donc, vous voyez, c'est tout à fait transitoire et c'est pas très, très grave. Dans certains cas extrêmement rares, vous pouvez avoir des cytokines qui tapent sur l'endothélium vasculaire pulmonaire. Et à ce moment-là, on peut avoir un syndrome cardio-pulmonaire qui peut être sérieux, surtout chez des patients qui sont déjà très affaiblis par des chimiothérapies, par un cancer, etc. Alors, on sait que pour éviter cela, il faut faire de la perfusion lente, donc de préférence par voie intraveineuse. Il faut prémédiquer le patient et bien que ça n'ait pas de relation directe, en général, les cliniciens qui connaissent bien les nanomédicaments, ils disent qu'il vaut mieux interroger le patient sur son passé allergique, encore une fois, sans que pour autant il y ait nécessairement une corrélation évidente. Bon, alors les hépatologues, ils ont l'habitude de faire de l'intra-artériel et ça ne s'est pas toujours bien passé pour, dans tous les cas, un tout petit nombre de patients. Ceci dit, le résultat de la phase, alors que l'intraveineux, on va directement dans le foie, ce n'est pas nécessaire de faire de l'intra-artériel. Ceci dit, le résultat a quand même été au total de la phase 2 spectaculaire parce qu'on a eu une survie à 18 mois, pour répondre à votre question des résultats, une survie à 18 mois qui était donc d'à peu près 90% des patients traités par les nanoparticules donc, de cyanoacrylate chargées en doxorubicine, qu'on appelle maintenant le Livatac, alors qu'on a seulement environ 50-53% de survie pour les patients qui sont actuellement traités par chimioembolisation. C'est-à-dire que là, on utilise des microsphères et on embolise l'artère nourricière de la tumeur. C'est pour ça d'ailleurs probablement que les hépatologues voulaient faire de l'intra-artériel. Donc vous voyez qu'on double pratiquement la survie des patients. Pas tout à fait, mais dans tous les cas, on améliore à 18 mois la survie des patients. Et donc suite à ces résultats, l'agence nous a autorisé à passer en phase 3, par voie intraveineuse cette fois-ci, en perfusion lente et plus par voie intra-artérielle. On a déjà à peu près plus d'une centaine de patients qui ont été traités en phase 3 et il n'y a plus le moindre problème de CARPA. Voilà. Merci. Non, c'était très intéressant. Vous avez encore des questions sur ce sujet? Sinon, je vous poserai une question, mais je sais que vous n'allez pas l'aimer. Comment vous réagissez à la vocation de Google de s'intéresser aux nanomédicaments? Bon, alors, vous savez, on en a beaucoup parlé. Alors, ma première réaction était de dire, mais Google se mêle de quoi? Google n'a absolument aucune expérience dans le développement pharmaceutique. On sait, vous le savez bien, que développer un médicament, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, l'industrie pharmaceutique, il faut bien le dire, quand vous regardez le nombre de nouvelles molécules mises sur le marché, donc de nouveaux médicaments, l'industrie pharmaceutique innove de moins en moins. Et chaque nouvelle molécule mise sur le marché est rigoureusement étudiée d'un point de vue pharmacologique, toxicologique, essais cliniques, etc. Le développement est tellement compliqué que les coûts augmentent d'une manière considérable. Donc vous voyez dans quelle situation se trouve l'industrie pharmaceutique. Et puis alors on se dit, qu'est-ce que Google, qui n'est quand même pas du tout, c'est pas son métier, comment est-ce qu'il va faire mieux que l'industrie actuelle? Alors, ma deuxième réaction, ça a été de se dire, mais c'est vrai que quand on regarde les investissements de l'industrie pharmaceutique réellement dans les nouvelles technologies, c'est quand même assez limité. Et donc, la deuxième réaction est de se dire, après tout, si Google s'intéresse à ça, on ne peut être que content. Encore faut-il que dans son effet d'annonce, parce que je pense qu'à ce stade-ci c'est un effet d'annonce, encore faut-il que Google s'appuie sur d'abord des publications scientifiques validées par les scientifiques qui évaluent les papiers et nous disent de quelle technologie il s'agit. Parce que, d'après ce que j'ai pu voir, c'est chez Google, on a rêvé qu'il y avait des nanorobots qui pouvaient être injectés par voie intraveineuse, aller reconnaître des marqueurs de tumeurs et donc faire du diagnostic précoce de gens qui n'ont pas encore tout à fait un cancer, mais qu'on va même traiter avant même qu'ils n'aient le cancer, etc.
Alors, bon, première chose, c'est pas tout à fait un rêve, parce qu'il faut savoir qu'il y a des centaines de publications à l'heure actuelle dans le monde entier qui montrent qu'on peut développer des nanoparticules injectables par voie intraveineuse qui vont être capables de reconnaître des marqueurs à des très faibles concentrations dans le torrent circulatoire. Donc, c'est pas du tout un rêve. Mais alors, qu'est-ce que Google va apporter? Alors, on sait par contre que ces technologies sont difficiles à développer d'un point de vue pharmaceutique, parce qu'il faut faire de la nanochimie de surface pour aller reconnaître les marqueurs, etc., avec des anticorps, etc. Coupler les anticorps à la surface des nanoparticules, ce n'est pas quelque chose de facile, de trivial. Donc, Google ne nous dit absolument pas quelle technologie ils vont utiliser, pour quelle pathologie. Alors, ils nous disent ça va être pour le cancer, pour les maladies inflammatoires, pour les maladies cardiovasculaires. Alors, en général, quand on dit que quelque chose marche pour tout, on se méfie aussi. Donc, il n'y a rien de précis dans l'annonce qu'ils ont faite. On ne sait pas du tout la technologie qu'ils vont utiliser. Et donc, disons, moi, pour répondre à votre question, à ce stade-ci, et sans en savoir plus, alors je ne vais pas condamner, évidemment, à ce stade-ci et sans en savoir plus, j'aurais tendance à dire que c'est plus un effet d'annonce. Merci beaucoup. Des commentaires des autres orateurs? Non. D'autres questions dans la salle? Alors, on peut peut-être... remercier M. Couvreur pour ces informations très précieuses sur les nanotechnologies et inviter Olivier Gléhen. Le thème de cette séance commune de l'Académie de médecine et de l'Académie de chirurgie, ce sont les avancées en cancérologie. Donc il y avait deux thèmes essentiels, d'une part les nanomédicaments et d'autre part les traitements locaux régionaux des cancers, mais à visée curative. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas parler de traitements palliatifs, mais est-ce que par des traitements locaux régionaux, évitant la chirurgie, est-ce qu'on peut arriver à guérir? Autrement dit, est-ce que ces traitements sont à visée curative? Alors le deuxième sujet auquel nous avions pensé, c'est les carcinoses péritonéales, parce qu'on sait que les métastases hépatiques des cancers colorectaux, on arrive à en guérir, disons, je ne sais pas, la moitié ou les 2/3. Mais lorsqu'il y a une atteinte du péritoine, le pronostic des cancers colorectaux est beaucoup plus sombre. Et dans l'esprit de beaucoup de nos confrères, carcinose péritonéale sur cancer du côlon, c'est un malade qui est condamné, on pourra le prolonger avec des chimiothérapies, mais on ne pourra jamais le guérir. Or, Olivier Gléhen a beaucoup travaillé d'abord aux États-Unis et ensuite en France, à Lyon, sur ce sujet-là. Et dans son résumé, je lis bien qu'il dit que certains malades peuvent être considérés comme guéris, alors qu'ils présentaient une carcinose péritonéale. Voilà, donc je vous donne la parole. Merci. Donc effectivement, nous avons particulièrement développé ces traitements locaux régionaux qui associent un traitement médical mais aussi un traitement chirurgical. C'est l'association du traitement chirurgical visant à enlever la maladie visible macroscopique au traitement intrapéritonéal associé à l'hyperthermie, la CHIP, la chimio-hyperthermie intrapéritonéale, qui traite la maladie microscopique résiduelle qui fait le lit de la récidive, que l'on a réussi à obtenir des guérisons chez des patients qui étaient condamnés à très court terme, puisque pendant très longtemps, la carcinose péritonéale, qu'elle soit primitive ou secondaire, des principaux organes, des principaux cancers digestifs, côlon, pancréas, estomac, a été considéré comme le stade terminal de la maladie. On conférait à ces patients une survie de quelques mois seulement. On ne faisait que des traitements palliatifs, voire même des traitements uniquement symptomatiques. Et c'est le développement de ces techniques chirurgicales de cytoréduction, c'est-à-dire on enlève la maladie macroscopique par des résections d'organes et pas des gestes de péritonectomie où on pèle le péritoine, dans le même temps un traitement de chimiothérapie intrapéritonéale, intra-abdominale, locale, chauffée, que l'on parvient aujourd'hui, chez certains patients sélectionnés, à éradiquer définitivement la maladie. Et on a, dans plusieurs centres experts, des taux de survie pour des carcinoses péritonéales qui approchent les 16% à 5 ans, avec des médianes de survie qui dépassent les 60 mois aujourd'hui chez des patients très sélectionnés. Donc on a considérablement modifié le pronostic de ces patients avec ce type de technique. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 facteurs pronostiques prépérants pour cela. Il faut que l'on puisse par la chirurgie enlever toute la maladie visible, toute la maladie macroscopique. Ça, c'est le facteur pronostique le plus important. Un patient chez lequel on ne peut pas raisonnablement
enlever l'ensemble de la maladie macroscopique, ne pourra jamais guérir. Et le deuxième facteur pronostic important, eh bien, c'est l'extension de la carcinose péritonéale. On va guérir des carcinoses péritonéales relativement limitées en distribution, avec une relation bien sûr directe avec la possibilité de pouvoir enlever toute la maladie macroscopique. Et voyant que plus on diagnostiquait les carcinoses précocement, plus les carcinoses étaient limitées, plus on parvenait à obtenir une guérison, on est passé aujourd'hui à une autre étape d'évaluation qui est, ne peut-on pas, par la réalisation d'une chimiothérapie intrapéritonéale préventive, prévenir la survenue de ces atteintes péritonéales. Et aujourd'hui, des études de phase 3 testent la réalisation de chimio-hyperthermie intrapéritonéale prophylactique, préventive, chez les patients à risque de développement de carcinose, patients qui, de par les études rétrospectives, sont bien identifiés. Pour le cancer colorectal, c'est les patients qui vont présenter une perforation de leur tumeur primitive. C'est les patients chez lesquels on va retrouver quelques petits grains sur l'examen anatomopathologique au moment où on résèque la tumeur primitive. C'est chez la femme des patientes qui vont avoir une métastase ovarienne isolée. Eh bien, on s'est rendu compte chez ces patientes-là, pour lesquelles il est très difficile de dépister précocement la récidive péritonéale, qu'en réalisant une chirurgie de second look, avant que la maladie n'apparaisse sur les examens d'imagerie, et une chimio-hyperthermie préventive, eh bien qu'on améliorerait potentiellement le pronostic à long terme. Une étude de phase 3 a été réalisée pour tester cette attitude proactive et est terminée aujourd'hui en termes d'inclusion. On attend les résultats de survie que nous devrions avoir dans 2 ans, mais les résultats préliminaires montrent bien que chez ces patients à risque de développement de carcinose, alors que tout est normal, les marqueurs tumoraux, le scanner, le PET scanner, eh bien lorsque l'on retourne précocement et que l'on refait des laparotomies à ces patients, un patient sur 2 a une carcinose péritonéale déjà présente, invisible sur les examens d'imagerie, et que sur ces résultats préliminaires, la réalisation d'une CHIP préventive est le seul facteur pronostic positif pour la survie. Nous avons également, toujours dans la carcinose péritonéale, étudié sur les carcinoses avérées, présente l'association d'une chirurgie seule comparée à la chirurgie seule et la chimio-hyperthermie intrapéritonéale, étude de phase 3 qui a essayé de démontrer quel était le rôle spécifique de cette chimio-hyperthermie intrapéritonéale, parce que jusqu'à présent, on a démontré que c'était l'association de la chirurgie et de cette chimio-hyperthermie intrapéritonéale qui permettait d'obtenir des guérisons, mais in fine, avec les progrès aujourd'hui de la chimiothérapie systémique, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi bien en faisant juste de la chimiothérapie par voie intraveineuse et une chirurgie complète? Eh bien là encore, nous avons réalisé une étude de phase 3. Là encore, cette étude de phase 3 est terminée. Nous sommes dans l'attente des résultats en termes de survie. La première réponse que l'on a sur l'analyse intermédiaire, c'est que déjà, la réalisation de cette chimio-hyperthermie intrapéritonéale n'augmente pas de manière significative les complications post-opératoires. Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, on parle d'avancées thérapeutiques, de traitements de moins en moins lourds. L'association de cette chirurgie et de cette chimio-hyperthermie intrapéritonéale constitue une procédure thérapeutique relativement lourde qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas administrer à tous les patients. Le patient doit être suffisamment jeune, en bon état général, sans tard majeur, pour pouvoir supporter une telle association thérapeutique. Il doit avoir une maladie suffisamment localisée pour qu'elle puisse être réséquée complètement. L'association de gestes de péritonectomie et de gestes de résection d'organes doit permettre aux patients de sortir de l'hôpital, d'avoir des suites post-opératoires relativement simples, et puis surtout doit récupérer une qualité de vie acceptable et compatible avec une vie normale. Je voudrais demander à M. Couvreur, est-ce que le diagnostic précoce de ces sites extratumoraux non diagnosticables par les moyens actuels pourra bénéficier des nanotechnologies?
Certainement, si, encore une fois, hein, c'est toujours le même problème, si on y met les moyens financiers suffisants pour faire tout le développement pharmaceutique, parce que c'est un petit peu ça le calcul que fait l'industrie pharmaceutique, c'est qu'il faut voir le marché, il faut voir combien de patients ça représente, il faut voir les coûts que ça va représenter en termes de recherche et de développement. Voilà, malheureusement, c'est un peu ça qui intervient à l'heure actuelle dans la stratégie de l'industrie pharmaceutique. Hein. Mais d'un point de vue théorique, c'est une voie... Ah oui, d'un point de vue théorique, alors là, il est tout à fait possible. C'est une voie à laquelle on s'intéresse énormément parce que l'on pense que la chirurgie n'est pas suffisamment efficace parce que probablement elle rate certains sites, certaines localisations de la maladie. Et actuellement, on essaye de travailler avec d'autres technologies, l'immunofluorescence par exemple, pour essayer, au cours de l'exploration péropératoire, de dépister un peu mieux la maladie péritonéale pour pouvoir l'enlever et être un peu plus carcinologique, un peu plus curatif. Il y a eu plusieurs publications dans Nature Nanotechnology là-dessus, donc justement sur des gestes chirurgicaux pour voir sur les ganglions sentinelles si effectivement on faisait une résection suffisamment efficace en utilisant des des nanotechnologies qui émettent dans le proche infrarouge. Juste pour les taux de guérison, vous avez dit que vous avez obtenu des guérisons complètes chez certaines personnes, c'est-à-dire... L'absence de récidive et de tout événement en rapport avec la maladie pendant 5 ans, avec un suivi des malades au-delà de 5 ans. C'est ça, c'est les 16%, c'est les fameux 16%, c'est ça dans notre expérience à Lyon-Sud, comme à l'Institut Gustave Roussy, chez Dominique Elias, peut être estimé aujourd'hui, avec le recul que l'on a, à 16%. Et il est probablement en train de croître, puisque ce sont des données obtenues sur nos études rétrospectives, et que bien évidemment, avec le temps, au sein des centres experts, on sélectionne de mieux en mieux les malades, par la chimiothérapie, par l'imagerie, par nos procédures péropératoires, et que ce taux ne va faire qu'augmenter. Et on réfléchit aujourd'hui à ce que l'on pourrait proposer à tous les patients qui ne peuvent pas bénéficier de cette association thérapeutique, et notamment à la réalisation de traitements intrapéritonéaux pré-opératoires pour permettre aux patients qui ont une carcinose péritonéale trop étendue, inaccessible à un geste de chirurgie raisonnable, d'avoir ce que l'on appelle un downstaging, une réduction de la masse tumorale, pour nous permettre, dans un deuxième temps, de réaliser cette association chirurgie de cytoréduction et CHIP. Et sans la CHIP, le taux de survie, il est de combien? 5 ans? 0. D'accord. C'est 16% à 5 ans versus 0. Ces techniques de chirurgie de cytoréduction et de péritonectomie avaient été tentées. Et je crois qu'à l'occasion d'une communication faite ici à l'Académie de chirurgie, d'anciens maîtres avaient dit, mais nous l'avions déjà publié, mais les choses ne s'étaient pas développées parce que sans le traitement de la maladie microscopique, eh bien, on avait des récidives en général très rapides, parce qu'on sait que la chirurgie, lorsqu'elle laisse en place de la maladie en intrapéritonéale, a tendance, par certains mécanismes, à flamber si on n'a pas totalement éradiqué la maladie intrapéritonéale. Et l'on évite d'ailleurs, lorsque l'on ne peut pas réaliser un traitement complet, de faire des chirurgies trop extensives, parce que en général, on accélère le processus de développement de la maladie. Oui, une question. Quels sont les centres en France qui pratiquent cette chimiothérapie? Alors, elle a été longtemps réservée à 3 à 4 centres experts pendant plusieurs années. Je crois qu'aujourd'hui, on a réussi, par des efforts de formation, à mettre en place la réalisation de ce type de technique dans la quasi-totalité des CHU. La Bretagne reste aujourd'hui
non équipés en termes d'experts de ce type de technique, mais Bordeaux, Lille, qui ont longtemps n'ont pas proposé ce type de technique, vont le proposer aujourd'hui. Et puis bien sûr, dans la quasi-totalité également des centres anticancéreux de lutte contre le cancer. Nous sommes depuis longtemps déjà, maintenant depuis près de 5 ans, organisés en réseau. Il existe un réseau qui s'appelle le réseau RENAP, qui a été mis en place à l'initiative de l'INCa, l'Institut national contre le cancer, pour la prise en charge des tumeurs rares du péritoine. Tumeurs rares du péritoine qui, pour la quasi-totalité, doivent être traitées, et c'est le traitement de référence, par l'association de cette chirurgie de cytoréduction et de CHIP. Et au sein de ce réseau, il existe 3 centres experts, le centre hospitalier Lyon-Sud, l'Institut Gustave-Roussy et l'hôpital de la Riboisière, des centres de compétences où ce type d'activité est une des activités prépondérantes, et puis une vingtaine maintenant de centres de rattachement où il y a la possibilité de réaliser ce type de procédure. En pratique, je crois que pour des maladies particulièrement extensive, qui nécessite une expertise chirurgicale, une équipe pluridisciplinaire particulièrement entraînée, eh bien, il faut que ces patients soient pris en charge au sein des centres experts et probablement au sein des centres de compétences. Mais comme je vous le disais, ce traitement se développe pour des maladies beaucoup plus localisées, ce traitement se développe pour des traitements prophylactiques, et aujourd'hui, ces centres ne peuvent répondre à la demande. Et cette technique doit donc être maîtrisée par beaucoup plus de centres qui sont aujourd'hui clairement organisés en réseau. Je vous ai parlé de ce réseau RENAP. Nous avons essayé d'étendre ce réseau à un nouveau réseau qui s'appelle Big RENAP, qui ne prend aujourd'hui pas uniquement en considération les tumeurs primitives rares du péritoine, qui ne concernent que quelques patients, mais toutes les carcinoses péritonéales digestives. Et aujourd'hui, nous nous sommes organisés pour réaliser une base de données nationale, clinico-biologique, avec un recueil de données cliniques, mais également de données anatomopathologiques pour les carcinoses péritonéales d'origine digestive, colorectale, gastrique, pancréatique et autres. Excusez-moi, les chips prophylactiques, elles se font à quel moment exactement et sur quel type de patient? Donc aujourd'hui, elles sont évaluées au sein d'études de phase 3 pour 2 grands types de cancers, les cancers colorectaux et les cancers gastriques. Pour les cancers colorectaux, on a identifié les patients à risque de développement de carcinose, c'est ce que je vous disais, c'est les patients qui sont opérés en urgence pour des tumeurs perforées, opérés en urgence avec la petite carcinose localisée que le chirurgien résecte dans le même temps que la tumeur primitive, sans extension visualisée ailleurs, et puis la patiente qui va avoir une métastase ovarienne isolée. On sait que la métastase ovarienne isolée est souvent le signe précurseur du développement d'une carcinose péritonéale. Eh bien, pour ces patients, qui nécessite la réalisation d'une chimiothérapie de consolidation. À l'issue de la chimiothérapie de consolidation, lorsque le bilan de réévaluation clinique, biologique et morphologique est normal, on propose la réalisation d'un second look, d'une nouvelle laparotomie, pour vérifier déjà qu'il n'y a pas une carcinose inframorphologique qui n'était pas visualisée sur les examens, et on réalise la chip prophylactique. Voilà. Ça, c'est pour les cancers colorectaux. Pour les cancers gastriques, on sait qu'un cancer gastrique sur 2 va développer, au cours de son évolution, une carcinose péritonéale, qu'elle soit isolée ou qu'elle soit associée à la présence d'autres métastases. Et l'on stagne un petit peu, malgré les progrès de la chimiothérapie, dans l'amélioration de la survie des cancers de l'estomac. On sait que les cancers qui vont développer une carcinose, c'est les cancers qui envahissent la séreuse. Lorsque la tumeur dépasse la séreuse, elle a un gros risque de disséminer à l'ensemble de la cavité péritonéale. C'est les tumeurs qui ont un envahissement ganglionnaire et c'est les tumeurs qui ont déjà des cellules malignes libres dans le liquide intrapéritonéal. Eh bien aujourd'hui, une étude de phase 3 est en cours en France, que je coordonne, qui s'appelle GastriChip et qui teste la réalisation de ce qui reste encore aujourd'hui le standard pour ces patients à risque, la réalisation d'une gastrectomie simple, et la réalisation d'une gastrectomie avec chimio-hyperthermie intrapéritonéale prophylactique, préventive. Voilà. Après la première
dans le même temps que l'intervention, parce que ce qui est très important, c'est que l'on puisse administrer la chimiothérapie immédiatement après le geste chirurgical. Parce qu'il y a peut-être déjà à ce moment-là des cellules malignes libres, mais il est fort possible, et on l'étudie aussi actuellement, que le geste chirurgical, en coupant les vaisseaux lymphatiques, facilite la dissémination de ces cellules malignes libres dans la cavité péritonéale. Et d'ailleurs, dans le protocole GastriChip, on réalise une étude ancillaire qui est la réalisation d'une cytologie avant la résection, mais également après la résection. Et pour que la chimiothérapie diffuse à l'ensemble des surfaces intrapéritonéales, il est très important qu'elle soit administrée immédiatement après, parce que comme vous le savez, après un geste chirurgical, se créent des cloisons, se créent des adhérences qui gênent la répartition d'une chimiothérapie qu'on pourrait administrer une fois que le patient a récupéré de son geste chirurgical. Il est très important que cette chimiothérapie soit administrée immédiatement après. Contrairement aux cancers colorectaux ou C'est le même principe. Oui, excusez-moi. Contrairement aux cancers colorectaux. Non, c'est le même principe. Hein. Et d'ailleurs, les recommandations que nous faisons aux chirurgiens généraux aujourd'hui, et il y a une éducation des chirurgiens généraux à faire, je pense, aujourd'hui dans la prévention des carcinoses péritonéales, c'est que le pronostic étant à cette évolution secondaire de la maladie, le pronostic n'est pas à la tumeur primitive. Il est dans les habitudes de chaque chirurgien général aujourd'hui, face à une tumeur symptomatique, d'aller l'enlever, peu importe la situation intrapéritonéale, pour résoudre le symptôme lié à la tumeur primitive. Le message, c'est qu'il faut en faire le moins possible, y toucher le moins possible, et à la limite se contenter de biopsie, pour pouvoir permettre, dans un second temps, de faire la résection et la chimio-hyperthermie immédiatement après. Parce que quand vous avez eu la résection de la tumeur primitive, vous avez ouvert le plan péritonéal qui, in fine, est une première ligne de défense contre la dissémination. Et quand vous y retournez derrière, il y a des adhérences, il y a des plans qui sont bien moins évidents, et votre chirurgie, elle est moins carcinologique, plus morbide et moins efficace. Est-ce qu'on peut toujours dire que, en matière de cancérologie, notamment de cancer digestif, le premier geste conditionne le pronostic? Or, on sait que le premier geste est parfois réalisé soit dans des conditions d'urgence, soit par des équipes non entraînées. Est-ce que ce message a passé de dire que l'important, c'est le premier geste, et est-ce que c'est toujours vrai? C'est à mon avis véritablement fondamental dans la prise en charge de la carcinose péritonéale. Pour autant, il faut, et c'est notre travail à nous shippers, parce qu'on s'appelle shipper, de démontrer par des études scientifiques qu'il faut réaliser le geste chirurgical le plus limité possible pour conditionner un meilleur pronostic à long terme. Dans notre expérience, on le remarque, mais ce n'est pas encore complètement et formellement démontré scientifiquement. Juste savoir quel est le principe de l'hyperthermie. Pierre Caldi, journaliste indépendant. Merci. Alors, oui, pourquoi la CHIP? Quel est le rationnel? Premièrement, il a été démontré in vitro, expérimentalement, que l'hyperthermie était cytotoxique en soi, pour des valeurs proches de 42 degrés. D'ailleurs, ces chimio-hyperthermies sont réalisées à des températures supérieures à 42 degrés, pour des durées supérieures à 30 minutes, 1 heure. Deuxièmement, délivrer une chimiothérapie directement au contact des surfaces péritonéales, là où se trouve la maladie, nous permet d'être plus efficace. Le passage systémique dans la circulation sanguine, qui généralement fait la toxicité de la chimiothérapie, existe mais est très faible. Donc cela nous permet de mettre des doses beaucoup plus importantes que celles qu'on pourrait mettre par voie intraveineuse. Et enfin, l'hyperthermie augmente l'action cytotoxique de certaines molécules, la mitomycine C, l'oxaliplatine, le cisplatine, directement sa cytotoxicité, et elle augmente également la pénétration intratissulaire des drogues. Donc l'association de ces trois avantages fait le rationnel de la chimio-hyperthermie intrapéritonéale. Et comment vous faites ce chauffage? Enfin, c'est un appareil particulier? Alors aujourd'hui, on ne peut plus faire de CHIP comme elle se faisait à une certaine époque,
c'est-à-dire par l'assemblage artisanal d'une pompe électromagnétique, d'un échangeur thermique. Voilà. Il y a des machines avec marquage CEE, bon nombre sur le marché, et européens et américains, qui permettent de délivrer cette chimiothérapie avec au sein de la même machine un échangeur thermique pour le chauffage, une pompe comme une pompe de CEC pour faire tourner le circuit. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de faire une chip sans avoir une machine avec marquage CE en France et en Europe. Excusez-moi, c'est un chauffage direct ou c'est la chimio qui est chauffée Non, c'est un chauffage. Alors, on administre cette chimiothérapie, on administre cette chimiothérapie au sein d'un dialysat qui peut être soit du glucosé, soit du liquide de dialyse péritonéale. Et c'est ce liquide qui est chauffé au sein de la machine, soit par des convecteurs, soit par un échangeur thermique. Merci Olivier, je crois que une toute petite question alors. Oui. C'est un traitement donc, qui doit être réservé à certaines personnes parce que c'est très lourd. Est-ce que c'est uniquement la chirurgie qui est lourde ou est-ce qu'il y a des complications propres à la méthode de chip? Et autre question, à quelle proportion de malades on peut la proposer? Alors, c'est un traitement très lourd. Je crois que c'était étiqueté très lourd au début de notre expérience parce qu'on le réservait effectivement à des maladies très étendues. Et aujourd'hui, notre étude de phase 3 l'a récemment démontré, la mortalité post-opératoire d'une telle technique, c'est 2%. Et la morbidité, c'est 30%. Prenez les chiffres de morbimortalité des chirurgies œsophagiennes, des chirurgies pancréatiques, des chirurgies cancérologiques lourdes. On n'est pas au-dessus. Donc cette morbimortalité n'est plus réellement un obstacle. On peut considérer pour les carcinoses colorectales que sur les 20% de patients qui vont développer une carcinose ou qui ont une carcinose synchrone au moment du diagnostic, eh bien, environ 10% des patients peuvent bénéficier de cette technique. Parce qu'ils vont avoir un état général et un âge qui leur permettent de subir une telle intervention, parce qu'ils vont avoir une maladie péritonéale accessible à une chirurgie complète. Alors les risques propres à la chip, oui, en fonction de la molécule que l'on utilise. Schématiquement, l'oxaliplatine fait un peu plus saigner qu'une chirurgie classique. Le cisplatine donne un risque d'insuffisance rénale post-opératoire et la mitomycine un risque d'aplasie post-opératoire. Voilà schématiquement les 3 effets secondaires spécifiques que l'on peut avoir avec les principaux produits utilisés au cours de la chip, mais cela ne majore que de quelques pourcents le risque de complications post-opératoires. Ce qui fait la morbidité et le risque d'une telle procédure, c'est la chirurgie. Oui, juste, est-ce que le chip, c'est réservé aux digestifs? Non. Non, mais comme cela a été beaucoup développé par des chirurgiens digestifs, cette technique a encore du mal à s'imposer dans la prise en charge des cancers gynécologiques et surtout des cancers ovariens. Pour moi, c'est une technique qui devrait être beaucoup plus largement utilisée dans la prise en charge des carcinoses ovariennes qui sont un modèle particulièrement intéressant pour cette technique. Pour autant, une étude de phase 3 en France est en cours également et teste la réalisation d'une chip en cours au moment de la première récidive de cancer ovarien. Mais pour moi, il faudrait qu'elle arrive un peu plus tôt dans la prise en charge de la maladie. Pour cela, il faut qu'on arrive à monter un essai qui teste cette chip dans les cancers ovariens. On a du mal à trouver les financements et à monter ce type d'études aujourd'hui parce qu'on se heurte au lobbying des industries pharmaceutiques qui préfèrent tester la molécule ciblée, administrée ou non au sein d'une phase 3 et qui vont financer l'étude. Malheureusement, nous, on n'utilise qu'un petit peu de chimiothérapie. Ça n'est pas très... Dernière question, mais là, vous parlez pour la France, mais dans le monde? Dans le monde, il y a aussi une étude de phase 3 néerlandaise
qui le teste en première ligne dans les cancers ovariens, et les grandes équipes américaines qui réalisent beaucoup plus de traitements intrapéritonéaux, mais là intrapéritonéaux au long cours dans les cancers ovariens qu'on ne le fait en France, puisque aux États-Unis, la réalisation d'une chimiothérapie par voie intrapéritonéale est considérée et le standard du traitement des cancers ovariens. Et ce n'est pas la chimiothérapie par voie intraveineuse. Il y a les grandes équipes nord-américaines commencent simplement à évaluer la CHIP, et des grandes équipes comme Denisio Memorial à New York ou Bristow se mettent à la CHIP. Il est dommage que l'avance que nous avions un petit peu en France dans cette technologie n'ait pas permis de faire plus rapidement une évaluation clinique au sein d'études randomisées. Est-ce que c'est lié au fait que les tumeurs digestives sont opérées par des chirurgiens et les tumeurs gynécologiques par des gynécologues qui n'ont pas trop envie de se lancer dans la CHIP ? C'est mon avis également, et on a, je trouve, un peu de mal à convaincre nos confrères gynécologues de l'évaluation de ce type de technique. Mais ça vient. Merci beaucoup Olivier, et on va passer à l'imagerie. Et donc j'invite Afsine Ganji, qui est radiologue interventionnel à Strasbourg, à nous parler de l'interventionnel et les traitements focaux dans certains cancers abdominaux. Peut-être dire un mot du poumon aussi, puisqu'on... Alors je suis effectivement radiologue interventionnel. Comme vous le savez, ces dernières années, l'imagerie a fait énormément de progrès. Depuis Röntgen qui a inventé les rayons X, les choses sont beaucoup accélérées grâce à l'informatique, grâce à la mécanique et grâce au progrès technique, ce qui fait que l'imagerie aujourd'hui a une place essentielle et tout le monde le connaît pour le diagnostic. Et comme vous avez vu, la résolution ne suffit toujours pas pour faire le diagnostic des carcinoses péritonéales. Mais aujourd'hui, ces outils d'imagerie, on les utilise depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années pour guider les gestes. Ça veut dire quoi? Les outils diagnostiques se sont transformés en outils de guidage. Tous ces outils diagnostiques peuvent être utilisés pour le guidage. La spécificité actuellement est qu'on fait de plus en plus avec ces outils-là des guidages d'instruments à l'intérieur des tumeurs pour traiter des cancers. Aujourd'hui, je dirais, toutes nos machines sont utilisées, que ce soit l'échographie, l'angiographie que vous connaissez, le scanner, l'IRM et le PET scan. La chance que nous avons, nous, à Strasbourg, c'est que c'est assez unique, c'est qu'il y a 1400 mètres carrés dédiés à cette imagerie interventionnelle avec l'installation de ces outils que je vous ai dit dans des blocs opératoires. C'est-à-dire il y a des scanners dans un bloc opératoire, une IRM dans un bloc opératoire et une angiographie dans un bloc opératoire. Ça veut dire des marquages ISO 6 ou 7, ce qui veut dire qu'on peut, en plus de ces machines hybrides, utiliser des équipes hybrides de chirurgiens et radiologues interventionnels ensemble. Ça veut dire qu'on emmène dans ces salles très sophistiquées des équipes mixtes de radiologues et de chirurgiens avec des connaissances différentes qu'en s'associant ensemble, ils apportent quelque chose de plus aux patients. Des choses que hier n'étaient pas faisables, aujourd'hui sont faisables. Juste pour vous dire, pour tout ce qui est cancer focal, que ce soit le poumon, que ce soit le rein, que ce soit même de temps en temps le pancréas, le foie très souvent, l'os très souvent, le système musculo-squelettique très souvent, et même maintenant en neurochir, on peut faire des traitements focaux pour détruire les tumeurs. On a des résultats très très prometteurs pour les tumeurs en dessous de 5 cm. Malheureusement, pour les tumeurs plus larges, le traitement focal, un tout petit peu comme la chirurgie focale, n'est pas très très bonne. Par contre, pour le cancer du rein, par exemple, les résultats commencent à sortir avec des choses très 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 satisfaisantes pour les tumeurs en dessous de 35 mm, avec des résultats quasiment équivalents à des néphrectomies partielles. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour pouvoir proposer ça à tous les patients, parce qu'il faut 15 ou 20 ans de recul avant de pouvoir dire que nous sommes équivalents à la chirurgie pour pouvoir le proposer à tous les patients. Aujourd'hui, ces traitements sont surtout proposés à des patients qui ont des contre-indications à la chirurgie classique, c'est-à-dire des patients avec des comorbidités. En ce qui concerne le foie, les hépatocarcinomes aujourd'hui sont beaucoup moins opérés qu'avant. Je pense, M. G, qui était l'un des précurseurs de traitement thermique dans le foie. Aujourd'hui, pour les tumeurs ou les métastases hépatiques, quand on peut éviter la chirurgie, on passe par la technique d'imagerie interventionnelle, c'est-à-dire c'est l'imagerie qui guette des instruments directement à travers la peau dans la tumeur et on détruit in situ cette tumeur-là. Ce qui est très spécifique. C'est une spécialité
en soi-même. C'est pour ça que la société de radiologie aujourd'hui s'appelle Société de radiologie diagnostique et interventionnelle. On a une société européenne, une société dans le monde, donc il commence à avoir une spécialité. Ce qui manquait jusqu'à aujourd'hui aux radiologues, c'était la vocation. Cette vocation commence à se créer, c'est-à-dire on doit attirer les mêmes personnalités qu'on attire en chirurgie pour devenir chirurgien dans cette spécialité. C'est-à-dire les gens qu'on veut, c'est des cliniciens qui sont des imageurs, qui s'y connaissent en imagerie et qui veulent effectivement faire des gestes invasifs, suivre des patients en consultation, les voir avant, les voir après et gérer les complications. C'est ce qui fait de plus en plus. Un dernier mot pour dire que effectivement, j'ai beaucoup apprécié quand M. Couvreur vous avez parlé de tout ce que vous faites. Tout ça se rejoint. En fait, d'imagerie interventionnelle, quand on peut faire de l'immunomodulation, on peut refaire des biopsies, on peut faire des marquages, et tout ça fait qu'on se rejoint. Aujourd'hui, l'ultrason focalisé qui est utilisé en IRM, qui est une technique qui est justement, encore une fois, en imagerie, on peut chauffer sans traverser la peau une organe profonde en passant la température à des seuils au-dessus de 90 degrés, donc seuil de coagulation, détruire les tumeurs sans traverser la peau. Ça veut dire que les ultrasons traversent, comme pour casser les calculs, et traiter les tumeurs à l'intérieur. Comme on l'a entendu tout à l'heure, on peut ouvrir des molécules ou ouvrir des cellules directement pour que les chimiothérapies puissent rentrer plus facilement. Comme l'hyperthermie, comme vous l'avez dit, nous on peut, à un endroit précis, dans le cerveau, où les médicaments ne rentrent pas dans le cerveau, la chimiothérapie ne passe pas, ouvrir la barrière hématoménagère en IRM avec l'ultrason focalisé à un endroit précis pour que les médicaments pénètrent exactement là. Comme vous voyez, c'est très prometteur. Et aujourd'hui, on est, malgré tout ce que je vous dis, les salles dédiées qu'on est uniques, on n'est qu'au sommet de l'iceberg. Je pense qu'il reste tout le reste qui va venir. Donc aujourd'hui, je pense que l'imagerie a fait beaucoup pour le diagnostic, et aujourd'hui, la chirurgie moderne et la chirurgie mini-invasive doit de venir travailler avec nous, et on doit être ensemble pour réussir, parce que c'est deux métiers différents, deux connaissances différentes, mais l'avenir est là. Et c'est ce qu'on a commencé depuis 2011 à Strasbourg, avec un succès très important. On opère beaucoup avec les urologues, professeur Lang, les chirurgiens digestifs, monsieur Bachelier, ou même des neurochirurgiens de Paris, de la Riboisière, avec des tumeurs de base de crâne qu'on traite ensemble avec monsieur Frolich. Donc ça devient des choses très prometteuses qu'il y a quelque temps, on n'y pensait même pas de s'attaquer à ces tumeurs. Mais là, vous me posez une question. Le radiologue, pour moi, c'était surtout un imagier, quelqu'un qui savait très bien interpréter, nous dire exactement les rapports d'une tumeur, etc. Maintenant, en plus, il faut qu'il soit habile. Alors moi, je connais des bons imageurs qui n'étaient pas du tout habiles, et donc qui ne sont pas faits pour faire de l'interventionnel. Ça existe encore, ça. Là, je vois sur votre écran une magnifique image d'aquarium. La radiologie est une spécialité très intellectuelle et extrêmement difficile, je vous assure, en diagnostic. Quand vous voyez un petit poisson dans le pénombre derrière une pierre, il faut que vous jugiez en quelques instants, en changeant la lumière, quel poisson c'est. Parce que quand vous jetez le chirurgien pour aller chercher le poisson, il tombe en ayant traversé des endroits difficiles et il emmène un poisson rouge, il n'est pas très content. Donc c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on doit faire une hybride, effectivement, parce que moi, quand je suis arrivé en imagerie, tout ce que je demandais, j'ai dit, je ne vais pas rester, c'est magnifique, mais moi, j'aimerais bien toucher le poisson aussi. Alors, on m'a dit, alors, s'il faut se jeter dans le bac, il faut faire de l'interventionnel. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut, je vous l'ai dit. L'imagerie interventionnelle attire les mêmes mentalités et personnalités que la chirurgie. C'est le même. Donc, il faut les attirer parce que c'est une spécialité clinique et chirurgicale. Maintenant, c'est le mélange qui donne ça. Il ne faut pas croire que tous les chirurgiens vont devenir des bons radiologues interventionnels, tous les radiologues vont être des très bons chirurgiens. Il faut mélanger les deux activités. Quand les chirurgiens viennent dans mes salles avec moi, ils sont ravis que moi je fasse les premières approches, que je leur mette leur célioscope, parce qu'on est équipé aussi de célioscopie, au bon endroit en disant, à mon avis, à la place que tu cherches ta tumeur pendant une demi-heure en me faisant des abords différents, je te mets juste dessus, tu fais ton job. Et c'est ça qui fait l'avenir. Je voulais savoir s'il y avait des progrès dans les marqueurs, notamment marqueurs fluorescents, qui peuvent vous aider justement à localiser ces tumeurs. Absolument. Alors, dans ce genre de marqueurs, nous, comme on traverse, vous avez vu, nous, on est comme les chirurgies à travers le trou de serrure, c'est comme la cédure, on passe avec des aiguilles très fines. La vue à l'intérieur, maintenant, on commence à voir la cédioscopie, on apprend. Donc, les chirurgiens nous apprennent avec nous.
On a l'équipe de Célio qui vient, on peut l'utiliser ces marqueurs avec de fluorescence. Par contre, il y a quelque chose, une entreprise française que je ne veux pas nommer à cause des problèmes de publicité, qui nous donne des fibres optiques, que quand on est dans la tumeur, on met ces fibres optiques avec des mesures de cellularité, ils peuvent nous dire, vous êtes dans la zone saine, vous êtes dans une zone pathologique, vous êtes dans une structure. Donc ça s'appelle une sorte de microscopie péropératoire à travers fibre optique et des lumières polarisées, en injectant un produit de contraste, en nous disant, écoutez, la tumeur, vous l'avez détruite à cet endroit-là, donc moi, en déplaçant ma fibre optique dans différents endroits, si je suis en zone saine ou je suis toujours en zone pathologique. Ça fait quand même des choses qui sont immenses. Juste pour vous dire encore une fois de l'IRM, n'oubliez pas, l'IRM aujourd'hui, vous l'utilisez tous pour voir de l'image. L'IRM, c'est l'une des seules machines qui nous montre la température à l'intérieur du corps, sans être invasif. Donc quand vous faites des traitements thermiques ou hyperthermiques, la machine vous dit, là vous êtes à 43 degrés. Sur un nerf qui est juste à côté, cette machine vous dit, attention, là vous avez atteint la mauvaise température au mauvais endroit. Donc c'est pour ça que les neurochirurgiens, je peux vous dire que quand je vois les chirurgies thrombasilaires, moi j'admire les chirurgiens avec la vue qu'ils ont et ce qu'ils font. C'est que nous on a une vue très différente d'eux. Si on a combiné tous les deux ensemble, je pense qu'il n'y a même pas de doute que c'est l'avenir. Mais il ne faut pas que penser que l'un doit tuer l'autre. À mon avis, c'est le mariage qui est bon. C'est le mariage qui est bon et les deux parts de couple doivent avoir un pouvoir similaire et amener leur intellect ensemble. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui se fait à Strasbourg. Nous avons la chance d'avoir des partenaires chirurgiens avec les urologues et les neurochirurgiens, différents centres ou les chirurgiens de foie qui sont une entente excellente. Je voudrais simplement dire qu'on a créé à l'Académie de chirurgie une section interventionnelle qui est animée par des chirurgiens et des radiologues et d'autres spécialités et qu'elle marche très bien. Jacques Beaulieu. Ah, c'est ça que tu es, excuse-moi. Ça a été créé pendant que Jacques Beaulieu était président de l'Académie. Oui. Oui, alors excusez-moi, je voulais juste savoir si il y avait des inconvénients à utiliser cette ablation thermique. Absolument. Alors, l'intérêt de cette technique, c'est que, vous savez, quand on fait de la chirurgie classique, pour arriver à la tumeur, on doit d'abord détruire. C'est ça la problématique, c'est qu'une tumeur, avant d'y arriver, comme je disais, il faut se jeter dans l'eau, il faut nager en profondeur, écarter et tout, pour arriver. La technique que nous avons, nous, c'est des petits instruments qu'on emmène directement dans la tumeur par le chemin le plus court et le plus sûr parce qu'on voit. Ça, c'est la première chose. Mais il y a quand même des inconvénients, parce qu'à l'intérieur, on fait quand même la même chose que la chirurgie. Une fois arrivé à la tumeur, on fait des dégâts similaires, que ce soit par la glace ou le chaud. On détruit aujourd'hui par la température, le chaud ou le froid, comme les micro-ondes, comme à la maison. Vous devrez chauffer la tumeur au-dessus de 55 degrés pendant plus de 30 secondes pour mourir, ou vous devrez passer en dessous de moins 40 degrés. Donc une fois que vous avez fait la tumeur, tout ce qui est adjacent peut être abîmé. Donc, ce que je disais, la thermométrie, la visualisation précise des organes de voisinage, la connaissance anatomique et une expérience quand même invasive qui est nécessaire pour faire ce genre de choses. C'est une formation très longue. On a fait d'abord radiologie, après on a fait 2 à 4 ans de clinica, avant d'être capable de faire les gestes les plus compliqués. Donc ça fait très long. Qu'est-ce qu'on traite couramment ou qu'est-ce que vous traitez couramment à Strasbourg par radiologie interventionnelle ? Écoutez, la liste est extrêmement longue. La liste est extrêmement longue. On parle que du curatif parce qu'on fait beaucoup de palliatifs aussi. Dans la douleur, par exemple, la radiologie interventionnelle, dans tout ce qui est métastase ou douleur, où je dis toujours, si le malade peut se mettre le doigt sur l'endroit où il a mal, nous, on est capable d'y aller et enlever la cause de la douleur. C'est ça qui est important. Pour les choses diffuses, on est moins bon. Par contre, ça, c'est côté palliatif. Donc, je vous disais, métastase osseuse, destruction de certains nerfs précisément qui font mal, qui sont comprimés. Ça, c'est les choses. Par contre, pour tout ce qui est tumoral, on traite des tumeurs pulmonaires, des métastases pulmonaires, des métastases hépatiques, des hépatocarcinomes, des cancers du rein, même des cancers de la prostate, les cancers rétropéritonéaux, le système musculo-squelettique, les tumeurs des muscles, des sarcomes. Ça dépend, tout ça, ça dépend des indications très précises et des traitements focaux. C'est comme je vous disais, on ne décide jamais seul. C'est toujours multidisciplinaire. Vous savez, les armes classiques en oncologie, il n'y en a pas 50 000. Hein. Il y a l'oncologie, comme vous l'avez entendu, médicale, qui est très important, extrêmement important. Il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie et il y a nous.
Donc ça fait 4 colonnes aujourd'hui essentielles. Il y en a plein d'autres, hein, mais ces 4-là sont essentielles. Et souvent, ils interviennent ensemble. Et il n'y a pas de traitement ubiquitaire qui marche sur tout. C'est souvent l'association de plusieurs traitements qui donne une chance à des malades ayant des maladies graves de s'en sortir. Donc s'il n'y a pas cette association-là, je pense, comme vous le disiez, dans tous les sens, il faut qu'il y ait cette chaîne pour que ça marche. Tous les mailles doivent être là. La chaîne peut être magnifique, mais quand il y en a une qui manque, quand vous tirez au bout, ben, ça ne suit pas. Il faut aussi qu'il y ait la concertation pluridisciplinaire en amont. Et le choix d'une stratégie thérapeutique passe par la concertation pluridisciplinaire, vous êtes d'accord? Absolument, c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire que il faut pas... Vous savez, la chance qu'on a dans les hôpitaux universitaires en France en particulier, par rapport à où je travaille en Angleterre ou autre, on n'est pas vraiment... Il y a effectivement de l'ego, toujours, ça a toujours existé. Mais le problème, c'est que quand dans un centre universitaire, on s'assoit pour juger un patient, on est plusieurs, à chacun donne son avis, et on propose au patient le mieux qui marche. C'est ça, c'est l'une des chances qu'on a dans le système français. Oui, juste deux petites questions par rapport à votre pratique. Est-ce que vous avez une expérience de la destruction dans les cancers du sein, qui sont souvent des cancers d'assez petite taille? Et ma deuxième question, on voit bien que votre spécialité maintenant est en fait pluridisciplinaire et qu'on est neuroradiologue ou radiologue viscéral et que dans une de ces spécialités, il faut des gens qui sont très pointus et qui sont capables de faire des écoles pour que ces techniques ne restent pas spécialisées dans certains centres comme les CHU, comme ça a été dit tout à l'heure, parce que là, on est dans des techniques qui sont mini-invasives pour lesquelles il n'y a pas besoin d'un environnement de réanimation comme à Lyon-Sud pour les CHIP. Alors, comment vous voyez l'avenir par rapport à la création de à la formation de tous ces spécialistes? Alors, ça, c'est une excellente question. D'abord pour le sein. Effectivement, pour le sein, on commence à s'y intéresser de plus en plus. D'abord, on l'a fait avec le chaud. Ça donnait des... Vous savez, le problème du chaud, c'était que ça faisait fondre la graisse et une cicatrisation qui n'était pas très belle pour les femmes. Donc, un aspect de vulcanisation qui n'était pas terrible. La glace semble beaucoup mieux, parce que la glace, en congelant, il fait une fibrose beaucoup moins rétractile. Ça, c'est pour le sein. L'ultrason focalisé semble prometteur. Le seul problème du sein, c'est qu'on doit être sûr qu'il n'y a pas de ganglion. Donc l'histoire de ganglion sandinelle doit être à 100% sûr, qu'on soit sûr que c'est bien un cancer focal. Tout se passe là. C'est pas comme le rein où on se dit, voilà, le cancer est focal, l'imagerie est assez spécifique pour nous dire que c'est là, on y va, c'est tranquille. Le sein n'est pas encore là. Le jour où on sera là, je pense effectivement que le traitement focal aura une place énorme, associé à des traitements certainement médicaux pour stériliser le reste, chimiothérapie ou autre. Ça, c'est certain. Pour ce qui concerne la formation des radiologues interventionnels, c'est absolument important. C'est pour ça que on est très actif dans la société européenne, parce que je pense que ça doit passer en multinational, ça. Pour faire des standards de radiologie interventionnelle, faire des diplômes en nécessitant, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de spécialisé. L'ubiquitaire n'existe pas. Dans mon équipe, chacun de nous est surtout spécialisé dans un organe. C'est comme la chirurgie, il n'y a aucune différence. La personne qui va traiter un cancer du rein doit être capable de discuter des anti-angiogéniques, des chimiothérapies, de la chirurgie, de tout le reste. Donc, vous ne pouvez pas être spécifique de tout ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je fais moins de fois qu'avant, parce que c'est une équipe spécialisée. Leur formation doit être quand même de l'imagerie. Vous devrez quand même pouvoir interpréter les images. Vous devrez avoir une formation de 3D, parce que la plus dure dans cette affaire-là, c'est de se repérer dans l'espace. Moi, un chirurgien me montre à l'intérieur d'une tumeur, comme on le fait ensemble, il dit, voilà la tumeur. J'ai beaucoup de mal à le voir. Vous comprenez, pour vous, c'est évident. La tumeur là, pour moi, c'est une bosse. Je ne vois pas. Je vois une coupe de scanner, je sais où je suis. Donc cette histoire d'hybride existe, une formation actuellement existe, il y a une diplôme européen, l'EBIR, qui est une diplôme européen de radiologie interventionnelle, qui standardise ça, qui est exporté aussi en Australie. Donc ça commence à se généraliser, à avoir un standard similaire à la chirurgie qu'on demande à ces gens-là. Et surtout, l'intérêt par rapport à certaines techniques, vous l'avez insisté, c'est qu'en ayant un scanner et une machine de radiofréquence, une micro-ondes, vous commencez quand même à rendre des énormes services, même dans les petits centres périphériques, si vous avez autour de vous l'environnement qu'il faut. Encore une question? Non, merci Afshin. Et on va demander, non pas à Michel Rivoire, qui s'excuse de ne pas avoir pu être là ce matin, qui sera là cet après-midi, mais à M. Albert Gelet, de Lyon, le grand spécialiste des traitements focaux des cancers de la prostate. Et comme il s'agit d'un cancer extrêmement fréquent, je pense qu'il doit être très sollicité. Vous avez la parole.
Le cancer de prostate, c'est un cancer assez particulier parce que c'est un cancer très fréquent, 70 000 malades, nouveaux malades par an en France, un homme sur 7. Et deuxièmement, c'est un cancer qu'on s'est dépisté assez précocement à l'aide du PSA. Et ensuite, c'est un cancer qui a une agressivité extrêmement variable. Alors, jusqu'il y a 4-5 ans en arrière, globalement, on découvrait un cancer de la prostate et on faisait un traitement radical. Moyennant quoi, le nombre de décès par cancer de prostate est passé de 12 000 à 8 000. Donc on peut dire que les urologues ont bien fait leur travail puisqu'ils ont fait chuter de façon spectaculaire la mortalité spécifique par cancer de prostate. Mais on s'est aperçu ensuite que probablement il y avait de très nombreux malades qui étaient surtraités, c'est-à-dire qu'on avait fait une intervention radicale, l'ablation totale de la prostate ou une irradiation totale de la prostate ou un traitement total de la prostate par ultrason ou par ce que vous voulez, pour un cancer qui était tout petit et qui n'était pas forcément très agressif. C'est l'histoire du poisson rouge. Alors ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de séparer les poissons rouges des piranhas, parce que les piranhas, eux, ils peuvent traverser la capsule de la prostate et ils mettent en jeu le pronostic vital. Alors heureusement est arrivé l'IRM de prostate, il y a 4-5 ans en arrière, qui maintenant est réalisé avec des standards qui sont des standards européens. Et l'IRM va permettre d'identifier 90 à 95% des cancers dangereux. C'est-à-dire les piranhas, l'IRM les voit très bien. Les poissons rouges, elle les voit moins bien. Mais les tumeurs méchantes, elle les voit. Une fois qu'on les a vues, on voit si c'est une tumeur unique, si c'est une tumeur multiple, quelle forme elle a, quelle est la charge tumorale à l'intérieur de la prostate. J'aime bien ce mot. On parle de charge virale dans le sida, on peut parler de charge tumorale. C'est pas pareil d'avoir un cancer d'1 cm3 dans une prostate de 50 et puis d'avoir un cancer de 5 cm3 dans une prostate de 15 cc. Donc là, on peut identifier la charge tumorale. Ensuite, grâce au système de guidage, les radiologues maintenant sont capables, avec des systèmes de fusion d'images, de vérifier que les images vues en IRM sont bien la tumeur. Et à partir de là, on a un examen histologique précis et on peut savoir si la tumeur, on peut déterminer l'agressivité de la tumeur. À partir de là seulement, on peut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on a une tumeur méchante qui occupe la totalité de la prostate ou la quasi-totalité, les traitements radicaux, bien sûr, sont les traitements qu'il faut faire. Traiter toute la prostate. À l'opposé, si on découvre une tumeur de moins d'1 cm3 de très faible agressivité, eh bien on peut, c'est démontré actuellement par des études européennes et canadiennes, faire de la surveillance, c'est-à-dire attendre. Et on sait que certains cancers ne vont jamais évoluer parce que l'espérance de vie du patient est de l'ordre d'une dizaine d'années et le cancer, lui, va mettre 20 ans pour tuer le malade, donc on peut ne rien faire. Et puis entre les deux, il y a des cancers qui ont une certaine taille, qui ont une certaine agressivité, et on peut se poser la question de faire un traitement focal, c'est-à-dire pas traiter toute la prostate, mais traiter uniquement la tumeur, exactement comme on le fait dans les petits cancers du sein, et maintenant dans les cancers du rein. Il y a 20 ans en arrière, on enlevait le rein à tous les gens qui avaient un cancer du rein. Maintenant, jusqu'à 5 cm de diamètre, on fait un traitement conservateur. À visée curative. À visée curative, l'idée étant qu'en faisant ces traitements focaux, on va réduire la toxicité du traitement. Et vous savez que la toxicité du traitement pour la prostate, c'est une toxicité urinaire et sexuelle. Urinaire, les risques d'incontinence, qui sont quelque part entre 2 et 10%. Et puis les risques pour la fonction sexuelle, qui sont extrêmement élevés. Puisque dans les meilleures mains, quand on faisant une opération sophistiquée, guidée avec un robot et un très bon chirurgien, on arrive globalement à préserver les érections dans la moitié des cas au maximum. Donc l'idée du traitement focal, c'est faire un traitement peu agressif. Alors toute la difficulté, c'est d'identifier les malades. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est de faire un traitement efficace. Donc diverses technologies sont en compétition. Le froid, la cryothérapie, ça s'est fait. Des traitements par laser.
plus ou moins guidés par IRM, ça se fait aussi. Et puis nous, on a développé la technique par ultrasons focalisés. Donc les ultrasons focalisés, c'est des ultrasons de haute intensité envoyés par voie endorectale et qui sont concentrés sur la tumeur. Donc ça existe depuis 15 ans maintenant, mais on ne savait pas viser, on savait faire que du traitement total. Donc maintenant, grâce à l'IRM, on a la possibilité de dessiner la tumeur et de la représenter. Donc on a développé, en collaboration avec une boîte française qui est à Lyon, un système qui permet de ramener les images IRM sur l'écran de la machine, et donc on voit la tumeur au sein de la prostate, et à partir de là, on peut évidemment faire un traitement qui va traiter uniquement la zone tumorale. Et on peut en plus, grâce également à un système de radiologie qui s'appelle l'échographie de contraste, avoir une réponse immédiate sur la qualité du traitement. C'est-à-dire qu'on peut, alors que le malade est encore sur la table d'opération, encore anesthésié, on peut savoir si la destruction qu'on a réalisée est correcte et correspond, se superpose bien à la tumeur telle qu'on l'a vue en IRM. Alors pour l'instant, traitement focal du cancer de la prostate, résultat à long terme, il n'y en a pas. Résultat à moyen terme, il n'y en a pas. Il n'y a que des résultats à court terme. C'est un nouveau chapitre du traitement du cancer de la prostate qui arrive. Donc il y a une activité importante en France, avec 5 centres qui travaillent activement sur le sujet. Il y a une activité très importante aussi à Londres, où ils utilisent également une machine à ultrasons focalisés, différente de celle qui est utilisée en France. Et puis il y a également une activité aux États-Unis, où ils commencent à utiliser des lasers. Et sachant que dans ces cas-là, ils font un traitement carrément dans une IRM, ce qui pose des problèmes financiers. J'aurais une petite question concernant les marges. Vous dites qu'avec l'échographie, etc., vous voyez si tout a été enlevé. Mais est-ce que ça donne la même sécurité qu'une marge de sécurité contrôlée histologiquement? Alors les marges de sécurité sont l'objet d'études. Et à Lyon, il y a une base de données de 200 pièces de prostatectomie qui ont été comparées, pour lesquelles on a les IRM. Et les coupes de prostatectomie et les coupes d'IRM ont été faites de la même façon. Et donc, on a pu déterminer une marge de sécurité autour de la tumeur telle qu'on la voit, qui est de l'ordre de 6 à 9 mm. Parce que ce que voit l'IRM, c'est là où les cellules sont compactes. Donc, c'est le cœur de l'anémone de mer, mais l'IRM ne voit pas les tentacules. Donc, il faut mettre une marge de sécurité tout autour de la tumeur pour être sûr d'attraper les tentacules. Une étude similaire a été faite à New York et avec exactement le même résultat. Un petit mot concernant les complications, parce que votre méthode apparaît relativement inoffensive par rapport à des traitements aussi délabrants que la prostatectomie radicale, la radiothérapie. Donc ça paraît très séduisant. Est-ce qu'il y a quand même de temps en temps des complications et quelles sont-elles? Alors ce qu'on observe actuellement, puisqu'on commence à avoir une expérience, on va dire, à court terme, hein, quand on raisonne à 1 an ou 2 ans, c'est du court terme, on constate que certains patients, environ 20%, ont une diminution de la qualité des érections, parce que la plupart des tumeurs sont situées au contact de la capsule, et quand on traite cette tumeur, on peut chauffer un peu une des 2 bandelettes vasculo-nerveuses. Pareil si la tumeur est située très très près de l'apex prostatique, très très près du sphincter. Mais en principe, ces patients-là, on ne les accepte pas parce que on ne peut pas mettre de marge de sécurité si la tumeur est trop près du sphincter qui commande la continence. Alors, le grand principe du traitement focal, c'est que ce traitement focal ne doit pas empêcher de faire derrière un traitement radical. Donc pour l'instant, on a une expérience qui est courte en ce qui concerne la chirurgie et longue en ce qui concerne la radiothérapie. Lorsqu'on a fait un traitement par ultrason, on sait qu'on peut irradier derrière le patient sans aucun problème. Donc le traitement par ultrason n'est pas une impasse thérapeutique. Après, la question qui se pose pour les patients jeunes, c'est est-ce qu'on peut opérer un patient qui a eu un traitement focal et dont on s'aperçoit après que
la tumeur évolue malgré le traitement. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'expérience. Il n'y a que 5 ou 6 patients qui ont été opérés en France dans ces conditions. Apparemment, c'est possible. Mais ça, ce n'est pas des statistiques vraiment valables sur le plan de la médecine basée sur l'épreuve. Merci. Des questions? La prostate n'inspire pas le... Jacques. On était récemment à Chamonix avec une réunion très très intéressante où différents orateurs nous ont vanté l'utilisation de l'Open Data Future, on retombe chez Google, pour valoriser les résultats, étudier plus précisément le résultat de nos gestes. Et il apparaît clairement que lorsqu'on aura la possibilité de collecter tous les résultats, par exemple, du dosage de PSA, et de les mettre ensemble, on saura mieux évaluer les résultats de ces traitements. J'ai été passionné par cette conférence, comme Daniel Jacques aussi, qui y assistait. Qu'en est-il exactement? Où en êtes-vous à ce niveau en France pour la mise en commun de vos résultats et l'analyse efficace de vos traitements sur au moins les données biologiques? Alors, en ce qui concerne les ultrasons focalisés, va commencer en 2015 une étude nationale dans le cadre de la nouvelle loi qui s'appelle le forfait innovation. C'est-à-dire qu'il y a 40 centres en France qui vont colliger toute leur prostatectomie radicale et tous les traitements par ultrasons focalisés. Et ça sera regroupé dans une database qui est gérée par une équipe de méthodologistes à Nîmes. L'analyse se fera en 2021 avec 5 ans de recul. Et je pense que là, il y aura des informations qui seront tout à fait solides au niveau de la médecine basée sur les preuves. Parce que le problème qu'il y a dans le cancer de la prostate, c'est la difficulté à effectuer des essais randomisés. 90% des essais randomisés échouent à cause des patients qui refusent d'être tirés au sort. Alors là, on va essayer d'en lancer une, en dehors de cette étude nationale, traitement focal contre chirurgie radicale. On va essayer de la faire. Mais ce n'est pas sûr du tout qu'on arrive à faire signer les patients. Dans l'étude américaine Pivot qui a été lancée il y a une dizaine d'années, il y avait 11 000 patients au départ, et il y en a 360 qui ont été tirés, un dans le bras chirurgie, 360 dans le bras surveillance. Beaucoup de salive. Georges? Question pour compléter. Quel est le pourcentage de cancer de prostate globalement qui pourra être pris en charge par ce type de procédure? Alors, actuellement, il y a 2 réponses. Première réponse, les cancers monofocaux, une petite tumeur dans la prostate unique, c'est 20% des cancers sur les pièces de prostatectomie. Donc ça, on est à peu près sûr. Deuxième réponse, il y a une théorie qui a été émise par des Anglais qui s'appelle la théorie de la tumeur index. Donc, la théorie dit la tumeur principale, la plus grosse, la plus agressive, il suffit de traiter cette tumeur et on change le pronostic de la maladie parce que c'est cette tumeur index qui gère le pronostic vital. C'est elle qui donne les métastases et pas les autres petits foyers tumoraux. Alors, personne ne sait si cette théorie de la tumeur index est valable. Mais si jamais il s'avérait qu'elle est valable, ça étendrait évidemment les indications, parce que la tumeur index, on est capable de l'identifier par IRM biopsie dans 95% des cas. Merci. Je crois qu'on arrive un petit peu aux limites de l'horaire, sauf si vous avez encore quelques questions. Sinon, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette conférence de presse et remercier tous les orateurs. Madame Priolo. Oui, non, je voudrais juste préciser pour tous les journalistes présents qu'ils retrouveront l'intégralité de cette conférence de presse et de la séance sur le site de l'Académie de chirurgie, je pense demain. Ouais. Voilà, et que dans le dossier de presse, il y a des indications de référence. Et là où il n'y a pas les indications de référence, si vous souhaitez avoir les documents, je les ai.
Donc, vous me les demandez. Donc, merci à Madame Priolo et à Pascal de Coville d'avoir préparé ce dossier de presse et cette conférence. Merci.